Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Il est 14h05 sur Europe 1, c'est la suite d'Europe 1 Info. Merci Emilie, à tout à l'heure. Europe 1 Info, 13h, 15h, Clélie Mathias. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pendant encore 1 heure, c'est Europe 1 Info avec les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Dans une demi-heure, je recevrai Adrien Clouet, député de la France Insoumise de Haute-Garonne, vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Mais tout de suite, c'est Edwige Diaz, député de la Gironde, vice-président du Rassemblement national qui est dans le studio d'Europe 1. Bonjour madame. Bonjour, merci pour votre invitation. Et soyez la bienvenue. Évidemment, on va commencer par parler de ce qui s'est passé ce week-end. Une formidable victoire sportive, footballistique, avec un PSG qui est pour la deuxième fois champion d'Europe. Mais, et ça c'est le revers de la médaille, de la casse, des dégradations évidemment, des violences. Et écoutez, Boualem Sansal, l'écrivain, auteur de La Légende aux éditions Grasset, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin, il porte un regard très critique sur la capacité de la France à faire respecter l'ordre et l'autorité. Je trouve que le gouvernement n'a pas assez condamné cela. Et oui, ils ont déploré. Mais sommes-nous encore au stade de la déploration ? C'est l'État qui est en train de s'effondrer, là. C'est parce que, en toute occasion, match de foot, il y a une violence volcanique là, qui se déchaîne. Et du coup, ça relève maintenant de l'ordre naturel. C'est naturel que chaque match se termine comme ça. Mais non, c'est pas naturel. Le naturel, c'est que force doit rester à la loi. En toutes circonstances. En fait, la France existe-t-elle ? Ou il y a peut-être deux France qui sont en train de cohabiter. Elles le font la plupart du temps peut-être pacifiquement, mais de temps en temps, c'est l'irruption. C'est pas normal, ça. Alors pourtant, Emmanuel Macron, le lendemain, en recevant à l'Élysée les joueurs du PSG, l'a redit. Il a dit que c'était pas normal, que c'était intraitable, qu'il y en avait ras-le-bol. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, l'a dit aussi. Et puis, il y a Laure Becquot, la procureure de Paris, qui a eu des mots forts aussi. La justice sera intraitable. Comment vous réagissez ? Vous pensez que la justice, l'ordre n'a pas été intraitable ? Il y avait pourtant un dispositif conséquent, beaucoup plus de forces de l'ordre. Il y a eu 8000 policiers et gendarmes mobilisés quand même. Ça avait été annoncé. Moi, ce que je vois, c'est que à chaque fois, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul moment qui peut être festif, populaire, et qui ne soit pas accompagné de dégradations, d'incendies de poubelles, de magasins pillés, de forces de l'ordre attaquées. Et c'est très grave. Et en plus, c'est très grave sur l'ensemble du territoire. Moi, vous voyez, je suis élue députée de Gironde. Et dans mon département, eh bien, il y a eu 17 interpellations, dont 9 mineurs. Ça pose quand même la question de la présence de ces mineurs dans ces actes de violence. Ce sont 5 policiers qui ont été blessés et je souhaite leur adresser une pensée de soutien. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est un président de la République qui commente, un ministre de l'Intérieur qui est dans le déni et rien n'évolue. C'est toujours la même chose. Et donc en fait, finalement, ce sont les honnêtes gens qui sont doublement victimes de cette situation, ainsi que les commerçants, parce qu'à l'époque, quand il y avait une victoire sportive, eh bien les commerçants se réjouissaient, on avait les terrasses, il y avait de la consommation, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, les commerçants sont obligés de fermer leurs boutiques et l'espace public est retiré. Les familles, les femmes, les enfants ne peuvent plus aller dans l'espace public de peur de se faire agresser. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est ça. Edwige Diaz, il y avait quand même eu un dispositif conséquent qui a été mis en place. On était à 5000 l'année dernière, sur Paris, 8000, 22 000 en tout. Oui, mais... Donc ça avait été anticipé, on le savait, vraiment, on en avait parlé. Bravo aux forces de l'ordre pour leur mobilisation. Je salue aussi leur courage parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont déployés, mais qu'en parallèle, ils n'ont pas les instructions, ils n'ont pas les ordres parce qu'il n'y a pas de courage politique. Et finalement, ce sont des policiers qui ne peuvent pas agir, qui ne peuvent pas suffisamment interpeller. Et quand bien même ils interpellent, eh bien, la justice n'a pas les moyens de poursuivre ces délinquants, ni même de les condamner. Vous savez, nous, au Rassemblement national, notre triptyque, il est très clair. C'est interpeller, condamner et expulser ou enfermer. Et malheureusement, le gouvernement ne souhaite pas entendre ces dispositions de bon sens qui sont largement soutenues par les Français. 890 interpellations. On va venir sur les condamnations dans un instant. Mais 890 interpellations, c'est beaucoup plus que l'année dernière.
De Oui, mémoire, mais 42% de plus. oui, donc, mais donc alors, ils sont quand même allés au ça veut contact. dire plusieurs choses. Ça veut dire que l'année dernière, il n'y a pas eu suffisamment d'interpellations parce qu'il y a eu des faits graves aussi qui se sont produits l'année dernière. Donc cette année, plus d'interpellations, mais combien de condamnations au final? Et je regrette, mais malheureusement, et j'aimerais vous dire autre chose, mais à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, il n'y a quasiment aucune condamnation. Les mineurs, eh bien, bénéficient d'une justice très souple. Peut-être ils auront un rappel ou peut-être qu'ils devront faire un stage de citoyenneté. Moi, j'ai déjà été témoin d'un stage de citoyenneté. Je vous garantis qu'on n'y apprend pas grand-chose. Donc au final, il n'y a aucune leçon qui est tirée par ces jeunes, il n'y a aucune dissuasion qui est appliquée et nous le disons au Rassemblement national, nous souhaitons abaisser la majorité pénale à 16 ans. Il faut suspendre les allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants dès lors qu'il y a une carence éducative qui est constatée. Et là, je voudrais quand même signaler à vos auditeurs qu'en 2023, au moment de la niche parlementaire du Rassemblement national, notre groupe avait déposé une proposition de loi précisément en fait pour sanctionner les parents de ces mineurs délinquants. Eh bien, je vais vous le dire, l'ensemble de l'Assemblée nationale a voté contre notre loi. Et même, je vais vous dire, il y en a qui portent une lourde responsabilité. Ce sont les LR. À l'époque, ils étaient une soixantaine en hémicycle. Il y en avait un seul qui était présent. Et donc, en fait, à cause de la lâcheté et du double discours des macronistes et à cause de l'absence des républicains, notre texte a été rejeté. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve 6 ans après avec des Français qui sont victimes de quelques racailles qui pourrissent la vie des honnêtes gens. Alors, je reviens sur ces comparutions immédiates qui se sont tenues relativement rapidement hier. Il y a déjà 26 personnes qui sont passées devant un juge depuis samedi. Il y a d'autres comparutions immédiates qui ont lieu aujourd'hui, donc on verra ce qu'il en est. Il est vrai qu'il n'y a aucune peine de prison ferme qui a été prononcée. En revanche, il y a beaucoup de sursis, il y a beaucoup d'amendes. Mais comment condamner aussi fermement quelqu'un qui a un casier vierge, par exemple ? Non, mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas que des casiers vierges. Et le sursis, en fait, il est appliqué, réappliqué, réappliqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de places de prison. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen et Jordan Bardella souhaitent construire des places de prison. Il faut aussi donner des consignes à la justice qui fait ce qu'elle peut. Je veux dire, pas tous les magistrats sont de gauche, pas tous les magistrats sont laxistes. Il y a des magistrats qui aimeraient bien faire appliquer la loi. Encore faut-il que la loi soit suffisamment sévère et encore faut-il qu'ils aient les moyens d'appliquer cette loi. Et vous savez aussi que les peines qui sont inférieures à 1 an sont aménageables. Mais ça, il faut absolument revenir sur cette loi. Oui, donc il faut revenir sur la loi. Absolument. Mais pour l'instant, comment dire, l'Assemblée nationale a eu l'occasion de se positionner là-dessus. Le gouvernement a eu l'occasion de suivre le Rassemblement national. Je vais vous dire, en 2024, notre groupe a déposé une proposition de loi visant à rétablir, à appliquer les peines planchées. Voilà, c'est-à-dire en fait aujourd'hui il y a un maximum de peine mais il n'y a pas de minimum de peine. Et ben, en fait il faut une peine planchée et quand vous êtes récidiviste vous devez avoir la peine planchée. Et là c'est pareil, je pointe la responsabilité du bloc central et le laxisme de la gauche qui ont fait ensemble bien, que notre loi soit rejetée. Ces gens, je le dis, portent une vraie lourde responsabilité dans la situation actuelle. Edwige Dia, je vous fais écouter Bruno Retailleau. Vous parliez des Républicains. Le ministre de l'Intérieur était l'invité de CNews hier. L'ancien ministre de l'Intérieur, était l'invité de CNews hier soir. Il estime que de nouveaux outils technologiques pourraient renforcer l'identification et la sanction des auteurs de violences. Je crois qu'il faudra recourir aussi aux technologies modernes, par exemple de reconnaissance faciale, pour pouvoir déterminer qui était là, je pense que ça c'est important. Ils sont masqués et cagoulés, on fait quoi ? C'est plus difficile. Mais c'est moi qui avais porté le texte de loi sur les black blocs. Vous savez, pour dire que quand on vient masquer, il y a un petit problème, c'est qu'on veut cacher. Il avait été repris par le gouvernement. Il avait été en partie censuré par le Conseil constitutionnel, mais c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous parvenons beaucoup mieux depuis à endiguer les violences, notamment pour les grandes manifestations. Edwige Dia, c'est une proposition qui pourrait avoir votre aval ? Mais nous avons indiqué, Jordan Bardella a indiqué que nous étions favorables à la reconnaissance faciale. Mais c'est quand même assez drôle, et je mets des guillemets, de voir M. Retailleau nous dire qu'il a des solutions pour demain, alors qu'il a quand même été ministre de l'Intérieur pendant 1 an, et que rien ne s'est amélioré quand il était à Beauvau. M. Retailleau, c'est clairement le ministre de la parole. Je rappelle que quand il était au gouvernement, il y a déjà eu des matchs de foot qui se sont mal passés. Je voudrais avoir une pensée pour les 1000 personnes qui ont vu leur voiture être incendiée le soir du Nouvel An 2025. Ça, M. Retailleau, il était au gouvernement. Donc aujourd'hui, qu'il ne vient pas nous donner des leçons alors qu'il a échoué quand il était ministre de l'Intérieur. Il n'a pas parlé, M. Retailleau, de la possibilité d'expulser les délinquants étrangers. Et je comprends qu'il n'en ait pas parlé parce que précisément ses amis, quand nous avons proposé cette loi à l'occasion de notre niche parlementaire, ses amis n'ont pas voté en faveur de notre loi. Donc M. Retailleau,
aussi porte une responsabilité dans la situation actuelle. Edwige Diaz, dernière question à ce sujet. Jordan Bardella a il a accusé les jeunes issus de l'immigration d'avoir perpétré ces violences après cette victoire du PSG. Raphaël Glucksmann lui a répondu, il a dit: Jordan Bardella, quand il parle de lien avec l'immigration, je cite, est-ce qu'il a des statistiques sur le nombre d'étrangers qui ont été arrêtés, sur le nombre d'immigrés ? Point d'interrogation. Non, mais je crois qu'il n'y a pas un Français qui ne pense pas aujourd'hui qu'il y a un lien entre immigration et insécurité. Nous l'avons dit au Rassemblement national, nous avons été très clairs, il faut appliquer la politique du casseur-payeur. Il faut expulser les délinquants étrangers. Il faut sanctionner les parents d'enfants délinquants. Et en fait, il faut une réponse globale et c'est la seule solution pour permettre aux honnêtes gens de profiter de ces moments de festivité. Que la gauche reste dans son déni, elle restera très bas dans les sondages présidentiels. Et je le dis, en 2027, les Français auront le choix ou de poursuivre dans ce chaos ou de donner la chance au sursaut. Et pour cela, il n'y a que Marine Le Pen et Jordan Bardella pour l'incarner. Edwige Diaz, députée de Gironde, vice-présidente du Rassemblement national et l'invitée des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Dans un instant, on parlera des relations entre la France et l'Algérie et vous entendrez à ce sujet Boualem Sansal. À tout de suite sur Europe 1. Il est 2h15, excellent après-midi. À l'écoute de Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. Il est 14h18 et vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec vous, Clélie Mathias, et votre première invitée, Edwige Diaz, députée de la Gironde et vice-présidente du Rassemblement national. On va parler des relations entre la France et l'Algérie, alors que le ministre de l'Intérieur algérien était l'invité de Laurent Nunez hier à Paris. Juste avant, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier, puisque les eurodéputés, les États européens, ont trouvé un accord qui ouvre la voie à des centres de retour de migrants, ce qu'on appelle des hubs, en dehors de ces frontières, dans des pays qui seraient par exemple le Sénégal, le Ghana, la Mauritanie, le Rwanda ou encore l'Ouzbékistan. C'est pas tout à fait fait. Ce texte doit encore être adopté par le Parlement et le Conseil européen. Vous y êtes favorable ? Edwige Diaz. Mais en fait, je trouve que c'est pas la solution parce que envoyer des personnes vers ces destinations, ça nécessite une sacrée logistique, ça nécessite des moyens aussi, et donc plus vous empilez les conditions, moins vous avez de chances d'arriver à vos fins. Nous, ce que nous souhaitons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est empêcher les étrangers d'arriver au sein du continent européen et aussi au sein du territoire national, en leur disant, si vous arrivez clandestinement, vous n'aurez aucun espoir de régularisation. Vous devez formuler votre demande d'asile dans votre pays d'origine, parce qu'on sait très bien qu'une fois que les demandes d'asile sont formulées en France et qu'elles sont refusées, eh bien les personnes restent quand même dans notre pays. Ils reçoivent une OQTF, mais ne partent pas pour autant, ce qui fait que nous nous retrouvons avec la situation dramatique dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire entre 600 000 et 900 000 clandestins dans notre pays. Donc en fait, les européistes prennent une fois de plus le problème à l'envers. Oui, vous voulez agir plutôt en amont qu'une fois qu'ils sont, que ces étrangers sont sur le sol. Donc ça veut dire que votre groupe au Parlement européen va voter contre ? Je n'ai pas encore consulté mes collègues sur le sujet et je n'ai pas lu le texte en question, donc ils s'exprimeront là-dessus. Mais en tout cas, moi je viens de vous expliquer la philosophie globale. Nous souhaitons dissuader les clandestins d'arriver dans notre pays, et une fois, s'ils arrivent quand même, voilà, c'est ça, et s'ils arrivent sur le territoire national de manière clandestine, eh bien il faut qu'ils soient assurés d'être expulsés. Voilà, en fait, c'est une réponse à la fois de fermeté, mais à la fois humaine. Parce qu'en fait, nous ne faisons pas croire à des personnes que nous avons de quoi les accueillir. C'est le contraire, en fait, de nos opposants de gauche, qui, eux, font miroiter des choses à ces pauvres personnes, en fait. Ils font leur beurre sur le malheur de pauvres gens. Vous voyez, et c'est dramatique comme situation. Et si ces personnes n'avaient pas l'espoir de trouver une vie meilleure en France, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas avoir de vie meilleure en France, eh bien, je pense qu'ils ne mettraient pas leur vie en danger et on ne déplorerait pas chaque année autant de morts dans nos mers. Et au passage, ça éviterait aux passeurs de s'engraisser sur la misère de ces pauvres victimes. Alors je comprends que le RN se soit positionné en amont pour des contrôles aux frontières beaucoup plus stricts, mais une fois que ces gens sont là et qu'ils n'ont plus le droit de résider sur le territoire français et on va dire européen, est-ce que ça ne serait pas une option que vous retenez ? Je vous dis, le but, c'est pas qu'on en arrive là, parce qu'on sait très bien ce que c'est la réalité, c'est qu'une fois qu'ils sont là, ils ne repartent pas. Nous, ce que nous voulons, c'est assurer l'expulsion de ces personnes, qui peut être facilitée si, par exemple, on vote une loi en la matière. Je vous l'ai dit, on peut systématiser l'expulsion des délinquants étrangers. On peut, par exemple, arrêter de subventionner massivement les associations
associations immigrationnistes. Dans le budget de l'année dernière, c'est 1 milliard d'euros qui a été donné aux associations immigrationnistes pour encourager l'immigration et pour empêcher l'expulsion de ces étrangers illégaux. Donc en fait, rien n'est fait pour faire en sorte qu'il y ait moins d'immigration dans notre pays. Mais vous dites expulser ces étrangers quand ils n'ont plus le droit d'être sur le sol européen. Mais certains migrants n'ont plus de documents d'identité. Des pays refusent de reprendre leurs ressortissants. Il y a parfois évidemment un manque de coopération diplomatique entre les États membres de l'Union européenne et les pays d'origine. Oui, mais c'est pour ça aussi que nous avons à plusieurs reprises indiqué que le gouvernement était un très mauvais négociateur diplomatique. Parce que, pardon, mais la France a quand même les moyens d'engager un bras de fer. On peut dire à un pays, ah, tu veux pas reprendre les personnes que nous souhaitons expulser? Eh bien, nous allons taxer, par exemple, le transfert de fonds. Nous allons arrêter de délivrer des visas. Nous pouvons aussi arrêter l'aide internationale. Et une fois que toutes ces choses seront mises dans la balance, je pense que les pays, qui sont des pays intelligents, eh bien, réfléchiront. En attendant, l'image que nous envoyons à l'international, c'est un pays de soumis, de lâches, qui se laisse marcher sur les pieds. Et très sincèrement, nous donnons une très mauvaise image de notre pays à l'international. Alors, autre personne qui est très critique vis-à-vis de la France, c'est Boualem Sansal, l'écrivain et auteur de La Légende aux éditions Grasset. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin, puisque son livre vient de sortir. Et il s'est montré critique de la France, mais vis-à-vis de sa position face à l'Algérie. Écoutez-le. Un jour, on entend une voix qui parle fermement, c'est mon copain, nous on se connaît depuis longtemps, mon copain Bruno, ministre de l'Intérieur. Ah, ça y est, il va nous sauver. Parce qu'il a lancé des mesures très fortes et bon, malheureusement il n'a pas été suivi. Il y avait d'autres démarches concurrentes de celle-ci, c'était de profil, enfin négocier, la diplomatie, ce qui est bon. Hein. Et il faut faire de la diplomatie, bien entendu, hein. Comme le ministre de l'Intérieur est dans son rôle aussi. Hein. Il est dans son rôle, Laurent Nunez, quand il reçoit son homologue algérien hier à Paris? Pour moi c'est regrettable, mais pour lui il est dans son rôle. Il reçoit son homologue. J'aurais cru, et que ça me paraîtrait normal, si Christophe Glaise avait été déjà libéré. Est-ce que, Edwige Jave, il faudrait aller dans la lignée de ce que dit finalement Boualem Sansal, qui encore une fois était emprisonné environ une année dans les geôles algériennes? Est-ce qu'il faudrait en venir à la rupture diplomatique totale avec Alger? Si on devait en arriver jusque-là, pourquoi pas? Moi, ce que je vois, c'est qu'au Rassemblement national, nous avons demandé pendant des années la libération de Boualem Sansal. Et d'ailleurs, je tiens à rendre hommage à mon collègue député du territoire de Belfort, Guillaume Bigot, qui a régulièrement interpellé le gouvernement. Et le gouvernement s'est fendu de réponses qui sont clairement indignes, très creuses, et en fait, le gouvernement n'a rien fait pour taper du poing sur la table et exiger de l'Algérie qu'elle libère notre compatriote qui, je le rappelle, n'avait rien fait. En fait, c'était une détention arbitraire. Et donc, oui, pardon de le dire, mais la France s'agenouille systématiquement devant l'Algérie. Elle envoie des ministres faire de la repentance. Elle envoie des ministres participer à des manifestations où transpire la haine anti-France. Donc oui, je le dis, il est temps que le prochain ministre des Relations internationales ou que notre prochain corps diplomatique fasse preuve de fermeté à l'égard du gouvernement algérien. Je ne dis pas à l'égard des Algériens, je dis à l'égard du gouvernement algérien qui très clairement se moque de nous. Pourtant, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, dit que les relations vont mieux et que la preuve, ça se voit. Il y a eu beaucoup plus, 140 laissez-passer consulaires qui ont été donnés par l'Algérie. Non, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Vous dites 140 laissez-passer consulaires. Je ne sais plus combien il y a je crois que ce sont des milliers d'OQTF algériens. Donc, Laurent Nunez se satisfait de bien peu. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et moi, ce que je vois, c'est que la France a été incapable de faire libérer notre autre compatriote journaliste, Christophe Glaise, pour qui, à cet instant, j'ai une pensée émue. Mais justement, si on braque l'Algérie, est-ce qu'on a l'espoir de libération de Christophe Glaise? En tout cas, on a fait la démonstration qu'on ne l'a pas braqué, c'est le moins qu'on puisse dire. On s'est agenouillé devant le gouvernement algérien et que monsieur Sansal est resté plusieurs années dans les geôles algériennes et que Christophe Glaise est toujours en train d'y moisir. Donc c'est pas la bonne attitude. Mais là, une fois de plus, le gouvernement français refuse de reconnaître son échec et préfère se fourvoyer dans un déni coupable.